Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Technique de l'ingénieur pour la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail aujourd'hui. Alors, le thème de ce troisième webinaire de la journée, ce sont les expositions chimiques professionnelles évaluées, prévenir et tracer. Et il sera animé par Serge Bonnel, qui est le concepteur des logiciels Toxel et Riskev. Alors, avant de lui passer la main et de commencer ce webinaire, quelques informations. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay la semaine prochaine sur le site technique de l'ingénieur. Et vous avez également la possibilité de poser des questions dans le module de questions du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser même en cours de présentation. Voilà, on y répondra à la fin du webinaire en fonction du nombre du temps qu'il nous restera. Voilà, donc Serge, je vous laisse commencer. D'accord, merci Florence et bienvenue à tous. Merci pour votre participation à cette présentation. Donc, dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité au travail et de la santé au travail. Donc, les difficultés en fait sont de deux ordres quand on veut aborder le risque lié aux expositions chimiques professionnelles. D'abord, son caractère multiforme. Plusieurs dizaines de millions de substances sont connues, 100 000 sont commercialisées en Europe. Ensuite, il y a la variété des effets toxiques, dont une partie est différée, parfois à un horizon de plusieurs dizaines d'années, ce qui justifie de tracer les expositions tout au long de la carrière professionnelle. Ces caractéristiques ont conduit à lui faire une place à part parmi les risques professionnels et dans le code du travail et dans les procédures d'évaluation. Il est donc nécessaire d'adopter une démarche rationnelle dont on va décrire les grandes lignes, le format de cette présentation ne permettant pas de rentrer trop avant quand même dans les détails. Cette démarche ne nécessite pas d'autre qualité que la persévérance. On peut l'aborder sans bagage chimique. Ça, c'est pour vous rassurer un petit peu en commençant. Donc, je vous propose de commencer. Et donc, on a ici le plan d'ensemble de cette présentation. J'ai placé les différentes étapes de la démarche sur un cercle, comme on doit le faire pour représenter une tâche, qui, sitôt achevé, va nécessiter d'entrer dans un cycle de maintenance du dispositif. Et l'expérience montre que ce cercle qui se veut vertueux est quand même difficile à maintenir dans la durée, parce qu'il faut de la bonne volonté. On est parvenu à investir du temps, et il en faut. Et il est bien dur de repartir à l'assaut sitôt le but atteint pour maintenir le système à jour des évolutions des produits, des processus de production ou de la réglementation. Bon, on distingue les étapes principales donc, qui forment le sujet de cette intervention. Dans l'ordre chronologique, les inventaires. Ensuite, les évaluations qui pourront être précédées par une hiérarchisation qui permettra soit de limiter l'ampleur de la tâche, soit de définir un ordre de priorité parmi les agents chimiques dont on va évaluer les risques liés à leurs conditions d'utilisation. On distinguera deux familles d'évaluations, les évaluations sans mesurage, plus simple à aborder, et celles avec mesurage. La troisième étape, donc, on va la consacrer à la prévention des expositions, qui est la suite logique pour une évaluation qui aurait mis en évidence un risque non acceptable, avec le choix puis la mise en place de mesures correctives. Et on terminera en fait cette présentation avec la traçabilité des expositions. Et on fera un focus tout particulier sur le facteur de pénibilité agent chimique dangereux, tel qu'il est défini à l'heure à laquelle je parle, puisque c'est un sujet qui peut être soumis à évolution dans les mois qui viennent. J'essaierai à chaque étape d'indiquer succinctement les solutions que j'ai choisi de mettre en œuvre dans le logiciel Riskev. Donc, l'objectif n'est pas ici de faire une démonstration du fonctionnement ou des possibilités du logiciel, mais simplement chaque fois qu'on évoquera une problématique, j'essaierai de vous indiquer les solutions que j'ai choisi de mettre en place. Alors, comme vous pouvez le voir sur le slide qui est affiché, en préambule à cette démarche, avant même d'entrer dans le cercle, j'ai placé une étape initiale qui est la préparation à l'action, comme finalement un préalable nécessaire pour pouvoir entrer dans ce processus. Alors, être prêt pour agir, c'est tout d'abord
de mon point de vue, une cheville ouvrière. C'est-à-dire il faut une personne, lui ou elle, qui va piloter ce projet. Ensuite, il faut une équipe. Alors là, bien sûr, ça dépend de l'importance de l'entreprise. Selon que l'entreprise compte 50 personnes ou 3000, les équipes seront de composition différente. Mais une équipe me paraît quand même nécessaire, d'une part pour avoir une démarche pérenne. Tout ne reposera pas comme ça sur une seule personne. Et c'est également indispensable pour des choix partagés. Et il y a des moments dans le processus où il sera nécessaire de faire des choix et il est bon de ne pas laisser à une seule personne la responsabilité de certains choix, en fait. Alors, quand c'est possible, on associera des membres extérieurs à l'établissement. Par exemple, le service santé au travail, qui est quand même dans ce domaine-là un interlocuteur naturel des entreprises. On va ensuite se fixer une ambition limitée pour commencer. Si on est une entreprise un petit peu importante, on va commencer par un atelier. On ne va pas tout vouloir faire d'un coup. Et dans ce cas, on va essayer de choisir un atelier dont l'encadrement adhère a priori à la démarche. Un peu d'astuce ne nuit pas. On ne va pas commencer avec le seul responsable d'atelier qui est réfractaire à cette action. Pour commencer également, moi je suggère de commencer par une étude critique des méthodes notamment d'évaluation, qui me paraissent nécessaires pour fixer les choix et éclairer la démarche. Combien d'utilisateurs de la recommandation 409, ou nos documentaires 2233, j'utiliserai indifféremment les deux termes au cours de cette présentation, combien d'interlocuteurs que j'ai pu rencontrer qui en parlaient sans l'avoir jamais lu finalement. Donc ça me paraît nécessaire d'en faire une étude critique. Voilà, donc on est prêt à rentrer dans le dispositif et à démarrer la première étape. Donc cette première étape qui est, on l'a vu tout à l'heure sur le cercle, l'inventaire. Donc on a deux types d'inventaire. On a l'inventaire des agents chimiques et on verra après l'inventaire des situations d'exposition. Donc pour commencer, un agent chimique, qu'est-ce que c'est? C'est soit une substance ou un mélange reçu dans l'entreprise, soit une substance ou un mélange de substances qui peuvent être générés par le processus de production lui-même, et de façon volontaire ou involontaire. Ça peut également être un déchet. On peut estimer également qu'il est généré par le processus de production. Pour l'application du code du travail, un agent chimique dangereux, c'est soit un agent chimique qui répond aux critères de classification pour les dangers physiques, santé ou environnementaux définis par le règlement CLP, soit tout autre agent chimique qui, bien que ne répondant pas à ces critères ou non classé, peut présenter un risque pour la santé. Donc on a les deux volets dans la définition de l'agent chimique dangereux. Vous savez que les fiches de données de sécurité doivent accompagner les produits achetés par l'entreprise. Il faudra parfois, mais souvent même, les réclamer, ce qui peut être fait soit en interne, soit externalisé, par exemple au travers de Quick FDS qui peut faciliter cette démarche de collecte. Ces FDS vont constituer, donc fiches de données sécurité, je parlerai dans la suite de FDS, donc c'est toujours fiches de données sécurité, qui vont constituer la matière première en fait pour la connaissance des dangers des produits qui rentrent dans l'entreprise. On va rassembler ces fiches de données sécurité. Alors les produits évoluent, donc il faut prévoir une mise à jour régulière de ces fiches et bien sûr un archivage et une conservation des anciennes. Pour les agents chimiques émis par le process, là on ne dispose pas de fiches. Alors, soit la connaissance en interne est suffisante, soit elle est insuffisante sur la nature et les dangers de ces agents chimiques. Il faudra alors aller chercher l'information à l'extérieur, par des recherches, par exemple sur les sites web des institutionnels, ou par des échanges avec le service de santé au travail. J'ai intégré dans le logiciel RISC-F, et je vous ai dit que je ferai dans le mesure possible une petite parenthèse pour indiquer comment c'est conçu, la possibilité d'insérer donc dans un même inventaire les deux familles d'agents chimiques. Donc on a un inventaire unique dans RISC-F, on a d'une part les agents chimiques pour lesquels on a une fiche de données sécurité, et puis les agents chimiques émis par les processus.
Donc ces fiches, une fois qu'on les a rassemblées, ben, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc on va essayer de les exploiter. Dans un premier temps, on va les lire, on va essayer de les comprendre et on va en extraire les données essentielles en vue de connaître les dangers attachés aux produits, pour mieux les prévenir bien sûr, mais également de communiquer vers les opérateurs sur les dangers, par exemple en établissant des fiches produits qui vont rassembler de manière succincte les principales informations. Succinctes, éventuellement visuelles également, à l'aide de pictogrammes. En dernier lieu, on va rassembler ces données dans un inventaire. Donc cet inventaire, il peut tout à fait être réalisé sur papier, hein, si le nombre de produits est peu important. Bon, au-delà d'une vingtaine de produits, sous peine de faire une trop grosse consommation de gomme, on pourra avoir recours à l'informatique, hein, ce qui facilitera les mises à jour, qui constituent toujours le point faible de ces démarches. Bon, dans un logiciel comme Riskev, on peut gérer sans difficulté 1000 ou 2000 produits, voire davantage. Et quand il y a un tel nombre de produits, il est évident que la phase d'inventaire va exiger beaucoup de temps de saisie de données. Alors, afin de l'accélérer, moi j'ai proposé dans le logiciel Riskev soit l'extraction des données d'étiquetage et de composition directement depuis la FDS au format PDF, soit l'importation de l'ensemble de ces données depuis un fichier confectionné par QuickFDS. La deuxième tâche, donc on a inventorié l'ensemble de nos produits. La deuxième tâche va consister à inventorier les tâches exposantes dans le processus de production. Alors, c'est quoi? Donc, c'est l'examen détaillé des postes de travail, donc en présentiel, en physique sur les lieux de travail, qui va permettre d'identifier les agents chimiques, y compris donc ceux issus du process, avec lesquels les salariés sont en contact, et les conditions de mise en œuvre de ces agents chimiques. Alors, j'ai fait un petit focus particulier sur les opérations de maintenance parce que bon, cet examen, normalement, ne devrait pas ignorer l'ensemble des tâches annexes dans lesquelles on peut classer les opérations de maintenance qui peuvent poser, en termes d'évaluation, quand même, des problèmes spécifiques. C'est également, puisqu'on va observer les tâches, hein, donc là c'est vraiment la différence entre le travail prescrit et puis le travail réel. Donc là on va observer en fait le travail réel et c'est vraiment une situation privilégiée de l'observateur là, hein, qui va lui permettre de détecter des anomalies et essayer d'y trouver une première solution sans obligatoirement traîner les problèmes jusqu'à la phase d'évaluation. Donc pour effectuer cette tâche d'inventaire, on peut utiliser un document de recueil des informations qui pourra ensuite être utilisé dans les phases d'évaluation pour renseigner les différents items qui permettront de réaliser l'évaluation du risque au poste de travail. Là, je donne juste un exemple, le document de recueil que j'utilise notamment dans les sessions de formation du logiciel Riskev. Donc on retrouve hein, le recueil, l'identification de la tâche, la fréquence, la durée, les procédés, les ventilations, etc. Enfin, tous les éléments qui vont être nécessaires après hein, pour remplir les documents d'évaluation des situations d'exposition. Donc on peut faire le bilan hein, de cette étape d'inventaire. Donc à ce niveau, on va disposer d'une liste des postes de travail et des tâches potentiellement exposantes. Et en regard donc de chacun, on aura les agents chimiques, soit ceux qui sont utilisés, ceux qui ont été achetés par l'entreprise, soit ceux qui sont générés par le processus de production. J'ai mis un petit point particulier que j'ai appelé l'observatoire du changement. À ce niveau-là, il va falloir mettre en place dans l'entreprise un système de recueil de l'information sur les changements, puisque les produits que l'on utilise peuvent évoluer, les tâches également peuvent évoluer et il est important que ces informations-là soient répercutées dans nos documents d'évaluation. Donc il faut mettre en place un dispositif qui permet leur recueil en fait.
Donc on a fini finalement là, enfin on a fini, on a fini de parler de notre première phase, hein, notre première phase qui est l'inventaire des agents chimiques et des phases exposantes, et on va traiter, si vous voulez, la deuxième phase, la deuxième étape que l'on s'est proposé de traiter aujourd'hui, qui concerne d'une part la sélection des priorités d'évaluation et d'autre part l'évaluation elle-même des risques liés à l'exposition. Donc, pour la sélection des priorités d'évaluation, là on va faire en fait en fonction du niveau d'exhaustivité que l'on souhaite donner à l'évaluation. On doit se fixer des objectifs en fonction notamment des moyens, moyens en temps dont on dispose, et on doit même souvent de ce fait hiérarchiser des priorités d'évaluation en fonction de plusieurs critères. Alors certains vont commencer leurs évaluations avec des agents chimiques pénibles parce qu'ils auront une optique pénibilité. D'autres vont commencer par les CMR en pensant que ce sont les risques à évaluer en priorité parce qu'a priori les plus embêtants sur le long terme. D'autres vont adopter une méthode de hiérarchisation et vont commencer donc par les évaluations sur les produits prioritaires qui seront définis par cette méthode. Là, j'ai juste illustré la hiérarchisation qui avait été adoptée par la recommandation 409. Donc on avait d'une part, on avait plusieurs items qui servaient à cette hiérarchisation. On utilisait le danger lié au produit, on utilisait la fréquence d'utilisation du produit et sa quantité utilisée, avec l'idée donc plus un produit était dangereux, plus il était utilisé souvent et en plus grande quantité, plus urgente finalement était l'évaluation des risques liés à cette mise en œuvre. Alors, les nouvelles méthodes privilégient plutôt le couple danger et quantité en laissant un petit peu de côté la fréquence. Dans Toxev, moi j'avais en fait intégré cette méthode de hiérarchisation-là. Celle mise en œuvre dans Riskev est construite, elle, autour d'un indice de priorité sur la base du danger qui est couplé à la quantité de produits utilisés, rapporté au percentile 95 des quantités de l'ensemble des produits. Donc cette méthode d'ailleurs existait déjà dans Toxev, dont elle était une option depuis déjà quelques années. Là, je l'ai intégrée comme méthode prioritaire de hiérarchisation dans Riskev. Alors, cette hiérarchisation étant réalisée, on peut maintenant passer à la phase d'évaluation. Donc, on a plusieurs manières d'évaluer le risque lié à l'utilisation de substances chimiques. On peut soit réaliser la méthode sans mesurage, avec une méthode sans mesurage, soit effectuer des mesures, soit encore combiner les deux. Alors si vous voulez, on va passer rapidement en revue les différentes méthodes que l'on peut mettre en œuvre. La première étant l'examen professionnel, c'est-à-dire on fait appel à un hygiéniste. En général, lui, il va travailler en référence à des situations identiques déjà connues ou rencontrées. Des études ont été conduites sur la pertinence de ces avis d'experts, notamment aux États-Unis, où l'activité d'hygiéniste industriel est développée depuis plusieurs dizaines d'années. C'est beaucoup plus récent chez nous. Donc ces études montrent l'impact sur la pertinence de l'évaluation, d'une part de références connues par rapport à la situation observée, d'autre part l'expérience professionnelle mesurée par le nombre d'années de pratique de l'hygiéniste. Ce sont les deux éléments clés pour la pertinence des évaluations produites. Donc on a d'autres techniques qui sont disponibles, notamment la liste de contrôle. Alors la liste de contrôle, moi je la vois un peu comme un complément des autres méthodes dont on va parler juste après. Parce que l'intérêt de la liste de contrôle, c'est qu'elle
considère le poste de travail dans sa globalité, alors que les méthodes, soit par bande de contrôle, soit par modélisation, voient le poste de travail comme une source potentielle de produits à inhaler ou à toucher, mais sans se préoccuper du reste de l'environnement du poste de travail. Donc, moi, je cite souvent comme modèle, comme exemple de liste, celle qui figure dans le guide SOBAN de gestion des risques professionnels liés aux produits chimiques, avec l'avantage que ce guide est accessible gratuitement sur le web. Donc, vous pouvez tout à fait le télécharger et il comporte pas mal d'éléments intéressants. Alors on va aborder maintenant les autres méthodes, alors notamment les méthodes par bande de contrôle, qui sont celles qui sont à la base de la plupart des outils informatiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour effectuer les évaluations. On va y revenir tout à l'heure en détail. Hein. Et on peut également citer donc les techniques qui ont recours à la modélisation. Donc, dans ces techniques-là, on va essayer de rattacher les conditions d'utilisation, de réalisation de la tâche à un modèle existant. Donc, il y en a en gros une demi-douzaine qui existent. Donc, il y a un outil gratuit, l'outil IH-Mode de la CGIH, qui est disponible lui aussi sur le web gratuitement et qui met ces méthodes à la portée sous un format Excel pratique. J'ai intégré d'ailleurs à Toxef, puisqu'il existe toujours, un outil qui reprenait les principales en fait de ces méthodes d'évaluation par modélisation. Bon, je ne l'ai pas repris pour l'instant dans Riskev parce que moi j'ai le sentiment que cet outil est sous-utilisé. Bon, pour vous donner d'exemple, Toxev existe depuis maintenant près de 10 ans et aucun client n'a jamais formulé de questions au sujet de cet outil. C'est quand même certainement peu utilisé. Je pense que c'est un lien avec la difficulté du choix du bon modèle. Mais également au fait que le type de données à renseigner n'est pas immédiatement accessible et on est souvent conduit à faire des moyennes ou des hypothèses, par exemple sur le débit d'émission de l'agent chimique ou sur les vitesses d'échange dans les modèles multizones. Je vais te laisser de côté ces méthodes sans mesure pour y revenir tout de suite après avec les méthodes par bande de contrôle. Donc, deuxième type de méthode d'évaluation, les méthodes avec mesure. Donc ici, on a une mesure atmosphérique. Hein. Le problème des mesures atmosphériques, c'est qu'elles ne concernent que l'inhalation. Hein. Donc ça laisse de côté la pénétration percutanée et ça laisse de côté l'ingestion. Par contre, bien conduites, elles permettent d'accéder à la concentration de l'agent chimique dans la zone respiratoire de l'opérateur. Alors ensuite, autre type de mesure, l'indice biologique d'exposition. Donc son intérêt principal, c'est de donner accès, lui, à la totalité de l'agent chimique ayant pénétré dans le corps de l'opérateur, y compris donc par les voies cutanées et par ingestion. Et c'est aussi un moyen d'accéder, par exemple, à une estimation de l'efficacité des équipements de protection individuelle. Puisque, par exemple, lorsqu'on fait une mesure atmosphérique, on fait la mesure en général à l'extérieur de l'équipement de protection individuelle, donc on n'a pas accès à la quantité de toxiques que l'opérateur inhale réellement. En fait, hein. Alors que l'intérêt donc de l'indice biologique d'exposition, c'est qu'on va avoir vraiment accès à la substance qui a pénétré dans l'organisme. Alors, ce serait l'idéal si on avait beaucoup d'indices disponibles. Malheureusement, il en existe assez peu. Et puis aussi, les conditions de recueil et de conservation des échantillons biologiques compliquent la réalisation de campagnes de mesure. Mais quand ils existent, c'est un outil particulièrement intéressant pour l'évaluation de l'exposition aux substances chimiques. Donc, je vous ai dit que l'on allait revenir avec quelques détails sur les méthodes par bande de contrôle. Donc strictement, une méthode par bande de contrôle, donc à une classe de danger, une bande de danger, on va associer un moyen ou un équipement de maîtrise ou de contrôle de ce danger. Ça, c'était la définition initiale, la bande de contrôle. Bon, cette démarche a un petit peu évolué, a été perfectionnée, hein, notamment en Europe où ces démarches sont très utilisées. Alors, bon, en général, une démarche va consister d'abord à classer les agents chimiques par catégorie de danger.
Donc les mentions de danger de l'étiquette seront généralement utilisées pour classer les agents chimiques, bien que certaines méthodes utilisent les valeurs limites d'exposition. On aura un indice chiffré de danger qui est généralement associé à la catégorie de danger ainsi définie. Certaines méthodes, je pense notamment au COSH du HSE ou au Stoffen Manager du TNO, n'associent pas d'indice de danger aux mentions de danger se rapportant à des effets sans seuil, les CMR et les sensibilisants, et renvoient dans ces cas-là l'évaluation à l'expertise. Bon, les méthodes diffusées en France sont généralement totalement scorées, y compris sur ces familles de dangers. On va dans un deuxième temps calculer un niveau de risque brut, en général en multipliant l'indice de danger par un indice d'exposition. Alors je dis en général parce que ça peut être aussi une correspondance avec un tableau à double entrée. Donc selon les méthodes, on va faire intervenir un nombre variable de facteurs d'exposition. Alors par exemple, pour l'inhalation, on va pouvoir faire intervenir la dispersibilité. Est-ce que pour un liquide, est-ce qu'il est volatile? Pour un solide, est-ce que c'est un solide très fin? Donc on va faire intervenir la granulométrie. Certaines méthodes vont aussi faire intervenir la quantité de produits mis en œuvre, la durée de l'opération, la présence d'opérateurs multiples, le volume du local et beaucoup d'autres facteurs encore d'exposition qui peuvent être pris en compte. Pour le contact, on va pouvoir prendre en compte par exemple l'état physique, est-ce qu'on a affaire à un solide, qu'on a affaire à un liquide. Dans ce cas, on s'intéressera à sa viscosité. Également la cinétique de transfert au travers de la peau, la surface du corps exposé, les zones à l'importance, les quantités de produits manipulés, la durée du contact. On peut même aller jusqu'à la température ou l'humidité, capable de modifier l'état de sudation. Bon, ces méthodes dans l'ensemble sont conçues pour ne pas générer de faux négatifs, mais elles sont conservatives donc, et elles vont conduire à de nombreux faux positifs. La dernière étape de ces méthodes, c'est la détermination du risque résiduel. On a donc un risque brut. On va déterminer quel est le risque résiduel en pondérant le risque brut en fonction des moyens de maîtrise, collectifs ou individuels, mis en œuvre. Donc, alors, moyen de maîtrise collectif, par exemple la ventilation, moyen de maîtrise individuelle, par exemple un masque ou des gants pour l'effet cutané. Alors, moi, dans RISC-F, j'ai choisi de mettre à disposition pour l'inhalation et la voie cutanée deux méthodes qui sont utilisables indifféremment. D'une part, donc la R409 ND 2233. D'une part, parce qu'elle est encore très largement utilisée. Et si on examine l'arrêté du 30 décembre 2015 qui définit les conditions d'éligibilité aux facteurs de pénibilité à ces agents chimiques dangereux, vous verrez que cette méthode est en filigrane en fait, dans cet arrêté. Donc j'ai ajouté dans RISC-F une deuxième méthode que j'ai baptisée CLP 2016 qui représente une évolution de la R409, donc avec la généralisation d'une part de la prise en compte des pondérations pour les faibles quantités, d'autre part pour les durées d'exposition et pour l'utilisation des équipements de protection individuelle. Et j'ai complété par un dispositif de type bonus-malus en fonction de la présence de facteurs aggravant l'exposition ou qui au contraire la limite. Donc l'objectif avec ces évolutions de la RK109, c'est d'essayer de réduire les volumes des faux positifs, sans toutefois bien sûr générer de faux négatifs. Donc il faut essayer de rester avec la méthode sur la ligne de crête, ne pas générer de faux négatifs. Alors juste je définis, puisque je parle de faux positifs et de faux négatifs, tout le monde n'a peut-être pas la notion de ce que ça peut être. Un faux négatif, c'est tout simplement la méthode indique qu'il n'y a pas de risque sur le poste de travail, alors qu'en fait il y a un risque. Alors que le faux positif, c'est l'inverse. La méthode indique qu'il y a un problème sur le poste de travail, et en fait, quand on fouille, quand on fait de la métrologie ou autre, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait pas du tout de problème. Et donc, ce sont des notions, et vraiment, ces méthodes sont en général très conservatives, et si vous les avez utilisées, vous savez qu'elles génèrent quand même beaucoup de faux positifs. Alors, je voulais vous donner un exemple de méthode sans mesurage. J'ai choisi de
vous donner celle relative à l'outil web Stoffen Manager. En fait, là, l'écran qui est actuellement affiché est extrait d'un outil que je n'ai jamais diffusé et que j'avais créé dans le but de comparer les résultats générés par diverses méthodes utilisées en Europe. Et donc, ici, on a affiché à l'écran la méthode issue du Stoffen Manager. Donc, on voit ici l'ensemble. Alors, à gauche, c'est renseigné pour un cas. Hein. À droite, c'est l'imprimé, l'écran non renseigné. Donc, on a sélectionné, ici, on était dans le cas d'un solide. On va sélectionner une granulométrie, les conditions de manipulation, les moyens de contrôle de la source, la ventilation générale, la maintenance et le nettoyage des installations, le volume de l'atelier. Vous voyez, il y a beaucoup d'items dans cette méthode à renseigner et cette méthode est assez complète et assez intéressante. Les protections individuelles, le travail en cabine, la durée journalière, la fréquence d'exposition, donc quand même beaucoup d'items à renseigner. Et elle va même en fait, elle est calibrée donc sur un ensemble de données de résultats de mesurage qui sont en correspondance avec les divers items. Hein, et elle prétend donc fournir une densité de probabilité de la concentration de l'agent chimique au niveau des voies respiratoires de l'opérateur. Donc ça, c'est le deuxième volet là que j'ai affiché. Donc ici, on a la densité de probabilité de concentration au niveau des voies respiratoires de l'opérateur. Donc ces caractéristiques en ont fait une des méthodes qui peut être utilisée comme outil de niveau 1 pour les estimations des scénarios d'exposition par inhalation dans le cadre de RICH. Alors, bon, on ne peut pas terminer, finir de parler de ces méthodes sans mesure sans quand même en citer quelques limites. D'abord, ces méthodes s'adressent à des dangers qui sont codifiés et connus. Donc elles font aussi fi des différences entre les étiquetages d'autoclassification selon les producteurs des consorts des substances incluses dans les listes harmonisées du règlement CLP. Quid également des erreurs d'étiquetage des produits dont les propriétés toxiques ne sont connues qu'imparfaitement, mais aussi des éventuels problèmes de synergie d'effets quand plusieurs produits sont manipulés par un même opérateur. Alors, il y a d'autres difficultés qui sont opérationnelles, hein, celles-là. Il existe, par exemple, on a indiqué que pour un solide, c'était la granulométrie qui était un indicateur de la dispersibilité d'un produit. Il existe, selon les évaluateurs, des différences dans l'appréciation d'une granulométrie. Et la granulométrie, l'erreur d'une classe de granulométrie, enfin la différence d'une classe de granulométrie représente quand même un facteur 10 sur le scorage des évaluations type R409 par exemple. On a également des discordances entre les opérateurs quand vous les interrogez sur leur durée d'exposition, la durée d'une tâche, combien de fois par jour, par semaine ils réalisent telle ou telle tâche. Vous interrogez 3 opérateurs, aucun ne vous donnera les mêmes éléments. Vous avez également une autre source opérationnelle, sont les erreurs de saisie dans les logiciels, notamment les erreurs de saisie d'étiquetage. Et ce constat que j'avais fait moi sur des données de saisie d'un certain nombre de clients m'ont conduit dans Riskev à introduire un outil de vérification de la cohérence de l'étiquetage. Voilà. Donc au bilan, ces méthodes se sont quand même imposées essentiellement du fait de leur facilité de mise en œuvre et du faible coût qui leur est associé. Attention quand même, elles sont chronophages et le temps, c'est une denrée précieuse dans l'entreprise. Alors au-delà, elles ont le mérite de s'intéresser dans le détail aux tâches et à leurs conditions réelles de réalisation, avec l'opposition entre le travail réel et le travail prescrit. Ici, on s'intéresse effectivement au travail réel. Elle constitue aussi un moyen d'échange avec les opérateurs sur leurs conditions de travail, moyen d'échange autour de leur travail et des risques qui sont associés. De ce point de vue, on peut considérer que ça participe à la formation. Bon, un autre avantage, c'est leur intérêt prédictif dans l'utilisation de nouveaux produits, de nouvelles techniques. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'elles avaient pris naissance à la fin des années 80, notamment dans le secteur pharmaceutique. Voilà, là on a terminé, si vous voulez, cette partie consacrée aux méthodes de mesure, aux méthodes d'évaluation sans mesurage. Je vous propose maintenant de traiter assez rapidement les mesurages eux-mêmes, c'est-à-dire les méthodes donc, dans lesquelles on va mesurer la concentration du produit toxique au poste de travail.
On peut être amené à réaliser un mesurage dans deux circonstances avec deux objectifs. Soit pour préciser une évaluation, mais si par exemple l'évaluation sans mesurage n'a pas permis de dégager un avis sur la maîtrise du risque, soit encore pour répondre à une obligation réglementaire. Donc pour pouvoir établir une conclusion à l'issue d'une mesure, on doit disposer d'une valeur de référence qui correspond à la concentration maximale qui va être compatible avec le maintien de l'état de santé de l'opérateur, c'est donc la valeur limite d'exposition. Alors, bon, le problème, c'est qu'on ne dispose, en termes de valeur limite d'exposition, que pour une centaine d'agents chimiques, alors qu'il existe des dizaines de milliers d'agents chimiques commercialisés. Alors, actuellement en France, on distingue deux types de valeurs limites d'exposition réglementaire. Les VLP 8 heures, qui correspondent à une période de référence de 8 heures, et les VLP CT, qui correspondent... Oui, j'ai mis, vous m'excuserez, vous voudrez bien corriger sur le slide, j'ai mis les CNLP, c'était décidément, c'est une obsession. Donc, il s'agit des VLP CT, hein, d'accord, on est ici, là, qui correspondent donc à une période de référence de 15 minutes. Cette période qui normalement intègre la fraction de temps la plus pénalisante de la tâche journalière. Alors, il existe d'autres types de valeurs limites d'exposition qui découlent d'anciennes pratiques, notamment les V1LE, valeurs limites d'exposition. On pouvait définir comme une valeur plafond dans la mesure des possibilités analytiques. Elles ont en général seulement un caractère indicatif. Alors pour illustrer ces deux types de valeurs limites d'exposition, j'ai choisi de représenter ici un profil d'exposition. Si par exemple, imaginons que ce soit le profil d'exposition sur une journée de travail d'un opérateur à l'éthylène glycol, par exemple. L'éthylène glycol a une V1LP 8 heures qui est établie à 20 parties par million, 20 ppm, et une V1LP CT qui est pour terme qui est égale à 40 ppm. Donc on voit ici que si on fait la mesure sur 8 heures, on a une valeur moyenne de 11 ppm, donc on ne dépasse pas la valeur limite d'exposition 8 heures. Par contre, on a visé en fait le moment de la journée où on avait l'exposition maximum, on a fait la mesure sur un quart d'heure, on a trouvé 44 ppm. Ici, on dépasse la VLPCT qui donc est établie à 40 ppm. C'est juste pour illustrer en fait les deux familles de valeurs limites d'exposition. Alors, j'ai noté mesure vs diagnostic parce que le problème d'une mesure, c'est que ça revient à comparer directement à une valeur limite la concentration d'un agent chimique mesuré au cours de l'exécution d'une tâche ou d'un ensemble de tâches. Or, on sait tous qu'une tâche, il y a des variations dans les conditions d'exécution d'une tâche. Par exemple, les variations climatiques, par exemple, des différences de méthode de travail entre opérateurs, également les incertitudes liées à la méthode de mesure elle-même, qui sont couramment, pour l'ensemble prélèvement-analyse, d'une vingtaine de pourcents, rarement moins et parfois plus. Donc, la meilleure manière de mesurer l'exposition à un poste de travail, c'est d'établir un diagnostic, qui est une opération qui va être plus élaborée que la mesure toute seule, et qui va mettre en jeu un calcul statistique qui va porter sur un ensemble de plusieurs mesures, et qui va permettre de dégager donc une probabilité de dépassement de la valeur limite. Donc, en France, les conditions de réalisation d'un diagnostic sont décrites par l'arrêté du 15 décembre 2009. C'est le moyen légal de contrôle du respect d'une valeur limite réglementaire. Il doit donc être effectué, ce diagnostic, par un laboratoire qui répond à un référentiel d'accréditation dont la vérification du respect des critères est confiée au COFRAC. Ici, je vous propose un slide dans lequel j'ai essayé de résumer le parcours quand on a une substance et on se pose la question de savoir s'il y a une valeur limite qui est affectée à cette substance ou pas. Donc on va, dans un premier temps, se poser la question de savoir si on a affaire à un CMR de catégorie 1. Si on a affaire à un CMR de catégorie 1, on va aller rechercher dans les articles, dans les listes des articles RE 4412-149, 150 du Code du travail, si on a une VLP réglementaire. Si la réponse est oui,
il va falloir faire un diagnostic sous accréditation, on est dans le cadre d'une mesure réglementaire. Si la réponse est non, on va rechercher si on a une méthode de prélèvement ou d'analyse. Si on en a une, on pourra faire un mesurage. Il n'y aura pas d'obligation réglementaire, si ça ne figure pas dans ces listes, d'effectuer un diagnostic. Si ce n'est pas un CMR, on va rechercher dans l'article 4412-149 si on a affaire à un ACD avec une VNLP contraignante, agent chimique dangereux, donc avec VNLP contraignante. L'obligation de mesurage ne concerne que les cas dans lesquels l'évaluation des risques ne conduit pas à un risque faible. Si on n'est pas en situation de risque faible, on va rechercher s'il existe une méthode de prélèvement et d'analyse. En général, pour les substances de la 4412-149, il en existe. Et on va s'adresser à un laboratoire pour effectuer un diagnostic. Si notre substance ne figure pas ici, on va passer à la liste de l'article 4412-150, valeur limite réglementaire indicative, pareil, risque faible. Si c'est risque faible, il n'y a pas d'obligation de mesurage réglementaire. Si on n'est pas en situation de risque faible, est-ce qu'il existe une méthode de prélèvement et d'analyse? Si oui, là aussi, diagnostic sous accréditation. Et enfin, il existe tout un ensemble de valeurs limites d'exposition, qui sont des valeurs limites issues d'un ancien système de valeurs limites françaises qui ont eu cours, qui ont été produites entre 1982 et 94-95 et qui sont toujours en vigueur pour certaines. Donc là, de la même manière, si on est en situation de risque faible, pas d'obligation, et on va pouvoir faire un mesurage si on a une méthode de prélèvement ou d'analyse. On voit que c'est un système assez complexe. Je vous propose, pour vous aider, un petit outil qui est disponible gratuitement chez TI, que vous pouvez télécharger, pour lequel donc on a l'ensemble des valeurs limites françaises. Il y en a un peu plus de 500. On va pouvoir faire une recherche d'une part par nom de produit, d'autre part par numéro CAS. Tout à l'heure, on a parlé d'éthylène glycol, on a parlé de la valeur limite de l'éthylène glycol. Le numéro CAS de l'éthylène glycol, c'est 107 21 on peut faire une recherche et on va retrouver ici les valeurs limites avec l'indication, c'est une valeur limite réglementaire indicative, contrôle annuel obligatoire si risque non faible, et donc on a la source qui est l'article 4412-150 et l'éthylène glycol a été intégré à cette liste en 2004. Voilà, donc je ne m'étends pas, on a également dans cet outil la possibilité de faire des diagnostics à partir d'une série de mesures avec un test de log normalité de la distribution. Bon, je n'insiste pas, j'essaie de mettre cet outil à jour régulièrement, chaque fois qu'il y a de nouvelles valeurs limites. Bon, la dernière étant le styrène a été intégré il y a quelques semaines. Et donc cet outil peut être téléchargé gratuitement sur le site de TI. Voilà, on a terminé avec cette partie mesurage. Bon, à l'issue d'un mesurage qui a mis en évidence une situation de risque, la logique est de venir essayer de corriger ce risque. Donc c'est la troisième partie que je vous propose d'aborder maintenant, dans laquelle on va essayer de sélectionner des mesures correctives adaptées, les mettre en œuvre et puis vérifier leur efficacité. Ce sont les trois étapes en matière de mise en œuvre d'une action corrective. Alors, en matière de risque chimique, en gros, pour sélectionner les mesures, on va pouvoir intervenir sur le danger, donc intervenir sur le produit. On va pouvoir intervenir sur la source elle-même. On va pouvoir intervenir sur la transmission entre la source et
l'opérateur, et puis on va pouvoir intervenir sur l'opérateur lui-même, qui est le récepteur. Donc ça, c'est le schéma général des moyens de contrôle. Donc agir sur le produit, ça va vouloir dire par exemple essayer de substituer un agent chimique dangereux par un autre qui est moins dangereux. Agir sur la source, ça pourra être changer de procédé, ça pourra être substituer l'agent chimique dangereux sous une forme, par exemple en poudre, par une forme granulée. Ensuite, à l'action sur la transmission, ce sera tout ce qui est la ventilation du poste de travail, ce sera l'augmentation de la distance entre la source et le récepteur, et puis l'action sur le récepteur lui-même, ce sera l'équipement à protection individuelle, ce sera la formation, la rotation au poste de travail. Voilà en gros les moyens dont on va disposer pour essayer de corriger une situation de travail qui est apparue comme présentant un risque. Alors, pour essayer de ne pas rester trop théorique, j'ai essayé de traiter les différents cas sur un exemple de situation de risque. Donc ici, on a une situation de risque à traiter. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des situations de hotspot, situation où il y avait un risque qui apparaissait immédiatement, une situation que l'on devait corriger immédiatement. Bon, typiquement, si on se trouve en face d'une situation de ce type, il y a quand même quelque chose à mettre en place avant de réfléchir à ce que l'on va pouvoir faire pour aménager le poste. Donc, on va traiter l'urgence. Traiter l'urgence, dans ce cas, c'est protéger l'opérateur. Alors, le risque, c'est que ça devienne la solution définitive. Donc ça, c'est un risque que l'on doit s'attacher à combattre. On doit s'attacher à rechercher des solutions qui sont de meilleure qualité et qui sont moins contraignantes pour l'opérateur que multiplier les équipements de protection. Donc dans ce cas, on va pouvoir, on a traité tout à l'heure de substitution, agir sur le danger, on va pouvoir rechercher un produit de substitution, donc un produit qui va présenter un danger moindre. Solution idéale, remplacée par de l'eau, mais ça va quand même être une solution assez rarement possible. Donc on va souvent être confronté, si on a des possibilités de substitution, parce qu'on n'a pas toujours des possibilités de substitution, si on a des possibilités de substitution, on va être confronté parfois à des choix entre des risques. Ici, par exemple, on a supprimé le risque toxique, mais on a créé un risque pour l'environnement et on a un risque corrosif. Ici, on a diminué le risque, mais on ne l'a pas supprimé. On est passé d'un agent qui était un agent chimique qui était toxique à un agent chimique qui est nocif, donc un danger moindre, mais un danger persistant. Première méthode. Deuxième méthode, on a dit agir sur la transmission. On peut isoler la source. Par exemple, on va travailler avec une boîte à gants. Là, dans des cas de ce type, il faudra penser aux phases d'approvisionnement et de retrait des pièces traitées. Autre solution, diminuer les émissions. On va ventiler le poste. Éventuellement, on va essayer de faire preuve d'un peu d'astuce, on va mettre un couvercle, et puis dans les phases d'utilisation du bain, on va relever le couvercle qui va former un obstacle sur les côtés, de manière à éviter que des courants d'air ne viennent perturber le dispositif de ventilation. Alors, de ce point de vue, le nombre magique, c'est 0,5 mètres par seconde. C'est au point d'émission, ici, il faut qu'on ait une vitesse d'écoulement de l'air de 0,5 mètres par seconde pour capter efficacement un polluant. Autre possibilité, mécaniser. On va isoler la source ou isoler l'opérateur. Autre possibilité encore, agir sur les opérateurs, répartir l'exposition. Ici, on a un opérateur qui est exposé, deux opérateurs qui ne le sont pas. Eh bien, on va établir une rotation, ce qui fait que chacun va être exposé le tiers du temps. Bon, on va noter cette situation-là, moi, que j'ai observée des dizaines de fois au cours de ma vie professionnelle. Un opérateur protégé, deux opérateurs dans le voisinage immédiat qui ne le sont pas. Ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif quand on examine un poste de travail. Alors, il est bien évident que se dégage quand même une hiérarchie des mesures de prévention. Tout ne peut pas être mis, on ne peut pas mettre sur le même plan, isoler la source et établir la rotation des opérateurs. Donc, le Code du travail définit une hiérarchie, donc avec
en priorité la suppression du risque, la substitution, les systèmes clos, les protections collectives et les protections individuelles. Et ici, j'ai essayé de reclasser les diverses manières de traiter le problème en suivant les hiérarchies établies par le Code du travail. Et souvent, en fait, le traitement efficace d'une situation d'exposition conduira à associer plusieurs mesures. Alors, quelle que soit la solution retenue, toujours prévoir un maintenance et nettoyage des installations, information et formation des opérateurs, choses qui sont indispensables. J'ai un petit outil, bon je ne vais pas faire la démonstration parce qu'on va être un petit peu juste en temps. Un petit outil d'aide à la réflexion quand on a à choisir entre plusieurs mesures de prévention. Il peut être utilisé également cet outil dans d'autres contextes. Cet outil est également gratuit et disponible auprès des éditions techniques de l'ingénieur et je vous engage à le télécharger. Alors, une fois les actions mises en place, une fois que l'on a décidé de conduire une action, eh bien, il y aura un certain nombre de mesures à organiser. D'abord, rassembler les actions décidées dans un plan d'action. Ce plan d'action est le complément du document unique. Ensuite, mettre en place des mesures transitoires, par exemple les EPI. Ensuite, désigner un responsable de l'action et fixer un délai de réalisation, parce qu'en fait, sans responsable, sans délai, les choses ne se font jamais. Et en dernier lieu, on va définir des critères de validation de l'installation ou de la réalisation que l'on va faire. S'il s'agit d'un équipement, par exemple, on va définir des critères d'acceptation. S'il s'agit, alors parmi les critères, on peut citer par exemple pour l'atteinte d'un certain pourcentage de la valeur limite d'exposition ou un objectif de performance, tant de mètres par seconde au point d'émission, un objectif de conformité à une norme, par exemple pour les sorbonnes de laboratoire, pour les cabines de peinture. Dans RISC-EV, les actions correctives peuvent être attachées aux unités de travail ou aux groupes d'exposition homogènes ou encore également aux produits. Et elles sont tracées et historisées. Dernier aspect, on a mis en place notre action. On va on va mettre en place une réception de notre installation. Donc réceptionner notre installation, ça veut vouloir dire vérifier que les critères d'acceptation sont bien respectés. Ensuite, est-ce qu'on a atteint effectivement le résultat, hein? Quand avant de mettre en place, on avait l'optique de passer en dessous de 10% de la valeur limite, par exemple. Est-ce qu'on a bien atteint cet objectif? Ensuite, on va définir des points de contrôle. Une installation, ça vieillit. Les points de contrôle nous permettront, au fur et à mesure du vieillissement de l'installation, de vérifier qu'on maintient toujours les performances. Et enfin, on va créer ou mettre à jour un dossier de l'installation. Alors, par exemple, pour une installation de ventilation, ça va comprendre un outil d'instruction avec un descriptif de l'installation, un dossier de valeur de référence, également des consignes d'utilisation avec le rappel des valeurs de référence, le rappel des informations qui permettront l'utilisation et l'entretien de l'installation, les mesures à prendre en cas de panne, et puis un dossier de maintenance dans lequel on va rassembler toutes les opérations d'entretien, les modifications, les dates et les résultats des contrôles techniques. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Il nous reste une étape essentielle à traiter qui est l'étape de traçabilité des expositions. Traçabilité des expositions pour lequel je distingue moi deux types de traçabilité. D'une part la traçabilité technique, d'autre part la traçabilité administrative. Alors qu'est-ce que la traçabilité technique? C'est la connaissance dans le cadre de l'évaluation des risques des expositions aux agents chimiques pour les salariés qui exécutent les tâches du processus de production. Donc les résultats de cette évaluation du risque chimique sont communiqués au médecin du travail, ce qui doit lui permettre d'alimenter la fiche d'entreprise et le dossier médical du salarié. Alors en fait, les conséquences de l'exposition à des agents chimiques dangereux sont souvent différées par rapport à la période d'exposition. On peut considérer que ce dossier médical qui est tenu par le médecin du travail est aujourd'hui le seul outil véritable de traçabilité des expositions. Sa durée de conservation est définie par le Code du travail
doit être d'au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition. Alors, on a en fait eu successivement un certain nombre d'obligations relativement à la traçabilité des expositions, mais pour aboutir à la situation d'aujourd'hui qui est la déclaration de pénibilité. Si on reprend chronologiquement, on a d'abord eu en 1995 l'attestation d'exposition aux cancérogènes, qui est la seule qui soit encore valable, encore en vigueur dans le cadre du suivi post-professionnel, mais qui ne concerne que les cancérogènes. On a ensuite eu la fiche d'exposition, 2001 pour les CMR, 2003 pour les agents chimiques dangereux. Cette fiche d'exposition a été supprimée en 2012, remplacée par la fiche de pénibilité. Fiche de pénibilité qui a eu une vie assez courte finalement, puisqu'elle a été supprimée en 2015 et remplacée par une simple déclaration de pénibilité. Et en fait, ces évolutions successives ont abouti, ont débuté finalement par un outil qui était relativement précis, qui était la fiche d'exposition. On avait vraiment des éléments d'exposition d'un opérateur, pour finir à une simple déclaration où on va indiquer, oui, telle personne a été exposée, mais sans que l'on sache est-ce qu'elle a été exposée à telle ou telle substance, est-ce qu'elle a été exposée comme dans quelles conditions a-t-elle été exposée, etc. La seule chose que l'on sait, que l'on a aujourd'hui, au travers de la traçabilité administrative dans le cadre de la déclaration sociale nominative, c'est l'indication, cette personne répond aux critères de pénibilité relatifs à l'agent chimique, aux agents chimiques dangereux, ou cette personne ne répond pas à ces critères de pénibilité. C'est donc un outil en fait de traçabilité de très bas niveau. On est parti d'un niveau assez élevé, la fiche d'exposition, pour aboutir aujourd'hui à une situation dans laquelle on a très honnêtement un niveau de traçabilité qui est au niveau zéro de la traçabilité. Alors, je vous propose, alors dans RISC-EV, en fait, les deux familles de traçabilité sont traitées de manière indépendante dans le module traçabilité. En fait, on a un volet qui donne accès à l'ensemble des éléments de traçabilité technique, donc qui rapporte tous les éléments d'exposition, qu'il s'agisse des produits manipulés avec leur étiquetage, la composition, qu'il s'agisse des conditions d'exposition avec le détail des circonstances d'exposition, les équipements à protection en place, les scores des évaluations. Donc ça fait l'objet d'un volet du module de traçabilité de RISC-EV, et l'autre volet, c'est la traçabilité administrative, c'est-à-dire il y a une opération de tri qui va permettre de calculer si on est en situation qui répond aux critères de pénibilité agent chimique dangereux ou pas, en fait. Donc les deux sont séparés. Donc si vous voulez, on peut voir rapidement l'éligibilité aux facteurs de pénibilité agents chimiques dangereux. On part d'un ensemble de produits qui sont étiquetés diversement, et les mentions de danger vont permettre de faire un premier tri. C'est ce que j'appelle le tri, le filtre agent chimique. Donc on va trier les sensibilisants respiratoires, les sensibilisants cutanés, les cancérogènes, les mutagènes, les toxiques pour la reproduction, et les toxicités spécifiques. Voilà, donc ça représente un certain nombre de produits, de situations d'exposition qui vont passer ce filtre. Dans un deuxième temps, on a un deuxième filtre qui concerne les conditions d'exposition. On va éliminer à ce niveau-là les risques faibles, on va éliminer les risques maîtrisés, on va éliminer les situations de risque dans lesquelles on est en dessous de 30% de la valeur limite d'exposition. Voilà, après ce filtre. Et on a un dernier filtre qui est la durée annuelle d'exposition. L'arrêté du 30 décembre 2015 retient 3 seuils, 150 € par an, 300 € par an ou 450 € par an. C'est pardon. On reste avec ces arrêtés avec des questions quand même, notamment des questions qui concernent les polyexpositions. C'est-à-dire il y a des questions auxquelles
pour l'instant, le texte ne répond pas. Comment comptabiliser, par exemple, la durée quand on a plusieurs produits éligibles qui sont manipulés sur une même unité de travail lors de tâches différentes. Alors, dans RISC-EV, on a traité ce cas en identifiant les agents chimiques responsables du classement pour chaque produit et en effectuant pour les produits contenant un même agent chimique la somme des durées des situations éligibles. Et c'est cette somme des durées qui est rapportée en fait ici au seuil d'exposition pour l'agent chimique en question. Quand on a également autre question qui est en suspens et qui n'est pas traitée par les arrêtés en question, comment comptabiliser la durée quand on a plusieurs tâches qui sont effectuées sur une même unité de travail avec un même agent chimique, mais dans des conditions de manipulation qui correspondent à des seuils de durée différents. Alors, dans RISC-EV, on a traité cette question en calculant pour chaque situation un indice durée sur durée seuil et en effectuant en fait la somme de ces indices. Si la somme de ces indices est supérieure à 1, on a l'unité de travail qui est éligible au facteur ACD, et si la somme est inférieure à 1, elle n'est pas éligible. J'ai un petit peu accéléré sur la fin parce que je me suis aperçu que j'étais un petit peu juste en temps. Si à l'issue de cette présentation il y a des questions, je me propose bien sûr d'y répondre dans les minutes qui suivent. Je vais prendre, si vous voulez, quelques secondes pour regarder. Je vois que j'ai reçu un email. Peut-être est-ce qu'il contient des questions que vous avez pu poser au cours de la présentation. Et je reviens vers vous dans quelques secondes. Peut-être Florence va-t-elle prendre la main pendant que j'examine les questions. Allô? Voilà, merci Oui. pour cette présentation. Donc, je vais vous laisser regarder les questions. Je regarde mon message et je reviens vers vous. Hein. D'accord. Entre-temps, on va Attends. faire un petit sondage voilà, pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos démarches. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander combien de produits chimiques vous gérez. Est-ce que vous en avez moins de 50? Est-ce que vous en avez entre 50 et 200 ou est-ce que vous en avez plus que 200? Donc, voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu comment ça se répartit autour de ces propositions. Entre-temps, je vous indique que je vous ai laissé également des documents que vous pouvez télécharger, donc notamment les informations concernant le logiciel RISC-EV que Serge a abordé à plusieurs reprises, et également le catalogue des formations techniques de l'ingénieur par Comundi, qui reprend certaines formations sur le risque chimique. Donc voilà, je vois que j'ai plus de 75% de réponses, donc on va fermer le sondage et puis on va regarder du coup les réponses que vous avez apportées. Donc on voit que parmi vous, vous êtes quand même un grand nombre, 45%, à avoir plus de 200 produits chimiques, 25% entre 50 et 200 et 30% moins de 50. Donc quand même pas mal de produits chimiques à gérer. Et du coup, je vais vous poser une seconde question qui va être comment vous gérez justement tous ces produits dans votre inventaire. Alors, est-ce que vous avez un inventaire sous format Excel ou un logiciel spécifique ou est-ce que vous n'avez pas encore réalisé votre inventaire et c'est quelque chose que vous allez faire prochainement? Voilà, donc je vous laisse encore quelques instants pour voter. Voilà, donc je vais clôturer, puisqu'on a reçu la majeure partie des réponses, je vais clôturer cette question et on va pouvoir voir les réponses. Donc, on a quand même 70% d'entre vous qui a un inventaire sous format Excel. Donc voilà, donc c'est quand même une très grande quantité, surtout quand on pense que vous étiez 45% à avoir plus de 200 produits, donc ça fait quand même une grosse gestion effectivement assez complexe à effectuer.
Je vais repasser la main à Serge, du coup, pour répondre aux dernières questions assez rapidement. Oui, oui. Alors, donc j'avais trois questions hein, qui ont été posées au cours, enfin qui m'ont été transmises, hein, du moins, il y en a peut-être davantage, je sais pas. Donc, j'avais une question sur l'orthographe de Soban. Soban, c'est S-O-B-A-N-E. Soban. Ensuite, j'avais une question. Attendez, je la reprends ici. Voyons. Comment quantifiez-vous les moyens de prévention appliqués? EPI, ventilation. Donc, en fait, pour R 409, ben, pour les ventilations, j'applique les éléments de la recommandation 409, ou notre documentaire 2233. Pour CLP 2016, donc on peut pas répondre en 3 minutes sur cette méthode. Bon, je la développe et je la précise au cours de nos sessions de formation. Également, elle fait l'objet d'une fiche dans laquelle elle est totalement détaillée, hein, puisque en fait, de notre point de vue, elle est publique, du moins elle est publique pour nos clients. Hein, donc, c'est une fiche qui est réservée à nos clients et qui détaille en fait l'ensemble des indices qui sont utilisés donc dans la méthode et l'ensemble des quantifications, des moyens de prévention, mais également la durée, également comment on utilise la durée, comment on utilise les quantités. Enfin, tous ces éléments-là sont traités et on ne peut pas très honnêtement le traiter là en 2 minutes parce que ça fait l'objet d'un développement qui prendrait bien 1 heure parce qu'il faut quand même justifier aussi chacun des choix que j'ai pu faire pour cette méthode CLP 2016. Donc pour R409, c'est strictement R409 et ce qui était porté dans le document R409. Et pour CLP 2016, c'est public pour nos clients en fait. Et donc nos clients peuvent avoir accès aux détails pour les types d'évaluation, soit par inhalation, soit cutanée, qui sont utilisés dans le logiciel. Enfin, j'avais une autre question. Comment sont gérés les effets de synergie? Donc, il est évident que les effets de synergie, ce sont des éléments d'expertise. Hein. Donc, les effets de synergie peuvent être gérés au travers de la pondération experte des évaluations. C'est-à-dire que le logiciel donne un résultat d'évaluation. On peut venir pondérer en fait ce résultat d'évaluation, et ça, c'est une activité qui doit être conduite par expertise en fait. On ne peut pas programmer dans le logiciel tous les cas de synergie connus. Donc c'est traité dans le cadre de la pondération experte des évaluations générées par le logiciel. Voilà, j'ai essayé de répondre succinctement, hein, puisqu'on a quand même un temps qui est un petit peu limité hein, pour cette présentation. Je voulais, en terminant, vous remercier d'avoir eu la patience de me supporter jusqu'à la fin. J'espère que cet aperçu un peu succinct aura répondu à vos attentes. J'ai essayé donc tout au long de cet exposé d'indiquer succinctement les solutions que j'avais adoptées dans le logiciel RISC-EV pour répondre aux différentes problématiques. Bon, le format de cette présentation ne permettait pas, je me suis posé la question, hein, mais ne permettait pas d'insérer une démonstration du logiciel. Donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à mieux connaître les fonctionnalités qu'il propose, je vous suggère de convenir d'un rendez-vous avec Florence, qui aujourd'hui doit mieux le connaître que moi, en fait, qui l'ait conçu et développé. Voilà, donc encore merci et je rends la parole à Florence pour conclure. Donc, merci beaucoup Serge pour cette grande présentation. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce troisième webinaire de la journée. Donc voilà, si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez que je vous envoie le logiciel VLEP ou le logiciel Calaction dont Serge a parlé brièvement tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse riskev@teching.com. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée.